l'entendent pas, mais y arriveront ce peu. Ici à l'écran, on voit l'adresse de notre site web. Je pense que vous le connaissez, il y a l'adresse Facebook et le hashtag et l'adresse Twitter. Je ne connais pas le tweetage, mais on m'a dit que c'est important. Donc, je suis content de voir que c'est là. Je ne suis même pas rendu à Facebook. J'ai 94 notifications. Je ne sais pas si je vais m'y rendre un jour. Je voulais vous mentionner un changement au programme qui parle de demain soir. Il y aura 2 films présentés qui commencent à 8 heures. Le premier est une vidéo participative présentée par Steven Schnur, qui était sur la programmation. Aussi, il y a un ajout. Fanny a apporté une vidéo qui s'appelle Comme un Uru et Los Niños de la Selva, les enfants de la forêt. Nous aurons un programme riche avec quelques vidéos ensemble demain soir. Comment est-ce qu'on va traduire les films? Je crois que Steven, je pense que vous savez la réponse. Je ne sais pas si les traducteurs simultanés travaillent demain soir. Oui, ils vont travailler. Donc, je peux vous dire que le film de Fanny, qui est à peu près 1 heure, est en espagnol avec des sous-titres en français. Je ne sais pas si les traducteurs simultanés peuvent le traduire de façon simultanée. Oui. Et les petits extraits portés par Jorge et moi sont seulement en espagnol, mais je pense que les traducteurs pourraient le traduire en anglais, en français aussi. Il n'y a pas de sous-titrage pour cela. Donc, nous avons 2 présentations qui nous restent cet après-midi. Le premier par une équipe de 4 personnes, Sammy Blackned, de la Nation Cree de Wiminji, et qui travaille avec lui, John Bishop, de l'Institut culturel Cree, qui est un musée, un institut culturel impressionnant, développé par le Grand Conseil des Cris, qui inclut la communauté de Sami et une dizaine d'autres communautés dans la portion nordique de ce que la plupart des Canadiens considèrent comme le nord du Québec, mais chez les Cris, c'est Iwiste, c'est la terre vivante. Catherine Scott, qui travaille, qui est un étudiant en doctorat, et aussi Geneviève Reid, qui est une étudiante en géographie à l'Université McGill. Donc, ce sera une équipe intéressante. Est-ce que je dois traduire pour vous? Je ne savais pas s'il y avait la traduction en écrit. Ce que je disais, c'est ce que je voulais remercier le peuple Wendat de nous avoir acceptés, sur leur territoire, leur beau territoire. Donc, merci. J'aimerais remercier Colin et son équipe pour la coordination de cet événement où
ça nous permet d'être ici et d'apprendre entre nous. Je vais le passer à John qui fasse sa présentation. Après, je vais suivre avec la nôtre. Merci, Sammy. Mon nom est John Bishop. Je travaille pour le gouvernement de la Nation Cri. Je suis économiste pour la Nation Cri. On travaille avec la communauté à Wiminji pour soutenir leurs efforts. On va parler de ce que nous faisons de deux perspectives. Je travaille sur le plan régional pour documenter et placer des noms de lieux en USG qui est plus à un niveau local. On va le faire comme ça. Le programme pour lequel je travaille, le programme du nom de lieu du gouvernement de la Nation Cri était initié en 2013 et ça fait partie d'un effort pour établir une commission de la langue Cri pour Iwichchi, une institution qui aura le mandat de sauvegarder la langue. Les gens voient beaucoup de défis, même s'il y a beaucoup de gens qui parlent la langue. Donc, c'est une question d'être proactif et de dévancer les enjeux. Donc, le projet est sur la glace maintenant, mais le projet des noms de lieux est dans le département des développements culturels. C'est une continuation du programme des noms de lieux, des histoires et des terres qui avait lieu dans les années 1990. Donc, on parle d'un territoire du nord du Québec, sur le sud de la baie d'Hudson et la baie de James aussi. Et il y a à peu près 2000 territoires. On voit les lignes. Voici des lignes. Donc, la zone offerte, couverte par ces lignes de trappe, c'est à peu près 500 km. Il y a plus de place pour une nouvelle communauté qui est Washasibi, près du territoire de la frontière ontarienne. Donc, en tout, il y a la superficie d'un grand pays européen, comme entre la Suède et la Suède et la France. En ce qui concerne notre travail, on travaille avec une grande variété d'entités. On travaille avec des communautés communautaires aussi. On travaille dans des communautés. Dans 10 communautés, on travaille avec des entités. Et c'est pour vous donner une idée de la disposition du territoire. Donc, il y a l'Association des trappeurs Cri qui représente les intérêts des maîtres de trappe qui sont les surveillants des lignes de trappe. Il y a notre comité de planification qui était établi comme une revendication territoriale côtière. Il y a la commission scolaire Cri qui établit les normes sur la langue écrite et aussi la commission toponomique du Québec, notre toponomique. Donc, il y a... on essaie de représenter tous les intérêts et de toutes les communautés. Lorsque nous avons établi ce programme, nous avons eu la chance d'hériter de 40 ans de recherche sur les noms de lieux. Il y avait le projet Creeway aux années 1970. Il y avait à peu près 12 000 noms quand on a commencé. Donc, c'est assez imposant comme processus. Le sondage précédent a beaucoup varié en ce qui concerne la qualité d'aspects différents du groupe, la qualité de la transcription linguistique, la qualité de l'attribution spatiale, la qualité de la traduction des concepts Cri, de ce qui a été déligné par un nom. Comme la Commission toponomique du Québec a des idées spécifiques sur des entités géographiques qui peuvent défaire ce que nous avons. Et malgré avoir eu toutes ces choses-là, la grande majorité n'est pas retournée dans les communautés Cri dans une façon que les Cri pouvaient utiliser. Donc, on a beaucoup de recherches, mais ce travail n'était pas nécessairement accessible pour les gens dans les communautés.
Alors, le but de ce programme n'est pas seulement de travailler avec ces données et de construire sur ces données, mais de générer des façons de retourner ces renseignements dans la communauté afin que la langue crée continue à être utilisée pour décrire le territoire. Donc, en ce qui concerne les défis initiaux, on essaie de développer un système pour faire une base de données avec beaucoup de transcriptions aussi et la question de validation. Quand vous avez des milliers de noms aussi, de noms de lieux, il faut travailler à travers les frontières dialectiques dans les communautés et d'avoir une approche éclairée et morphologique pour la rédaction de ces noms. Et il y avait des difficultés dans la façon qu'elles étaient écrites. Il y a une partie des renseignements qui ne seraient pas utilisables, donc c'était un défi où on se rend à un point où on peut comprendre ce qui a été écrit. Parce que, comme vous savez, c'est pas comme travailler en anglais, où il y a une longue tradition de littérature ou de règles d'orthographe. Les gens peuvent l'écrire de plusieurs façons différentes et ce qui pouvait être problématique. Donc, pour vous donner un sens de la couverture pour les sondages précédents, donc aux années 70, la commission toponymique a fait répertorier 4000 noms. Voici les noms avec lesquels on travaille à Wimingee. Et aux années 1990, l'administration régionale Cree a commencé où ils ont terminé et ils ont commencé une nouvelle série d'enquêtes aussi, de sondages. Donc, on a les communautés nordiques. On va à Maksui, on voit le sondage des deux organismes. On voit la densité des noms qui est évident. Et une des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut retourner surtout aux communautés côtières et faire beaucoup plus de sondages. D'enquête. Et ce qu'on a trouvé à East Main ou à Wimingee, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui manquaient dans les données issues des communautés côtières. Donc, beaucoup de travail se rend au point où on fait beaucoup de sondages sur le terrain et on travaille beaucoup dans les communautés Cree. Donc, si on revient à nombre des défis quand on traite ce genre de données, on avait besoin d'un système qui nous permettrait de corriger les orthographes, de standardiser l'orthographe et de faire de façon transparente pour ne pas perdre de données et de ne pas rendre nos choix plus obscurs. Donc, il y a des enjeux systématiques. Si on fait des erreurs systématiques, on peut retourner et corriger les choses et les gens dans l'avenir pourront évaluer notre travail de façon très clairement aussi. On ne change pas seulement les orthographes, mais on va laisser toutes les formes d'orthographe originales dans la base de données. On regarde le mot et on peut dire sur quelle base qu'on a pris cette orthographe. Et on peut voir tout le champ lexique. Et c'est important parce que ce serait très facile avec les données à ce niveau de commencer juste à corriger sans système et de ne pas pouvoir retourner sur nos pas. Si on fait des erreurs, on va les faire la géométrie polygonique. Il faut voir à quoi référer les noms aussi. S'il y a une section de lac ou de rivière ou une zone, un territoire, une partie de tourbière qui prend un certain nom, on a l'indication de ces choses dans la base de données. On n'est pas juste resté en suspens. Et dans beaucoup d'autres données, les données étaient plus ambiguës et on peut perdre vue de la signification du nom, de lieu. Donc, beaucoup de ces mesures sont des choix que nous avons pris. Il faut être plus précis dans ce qu'on fait et aussi le DAS de Bonnet a permis un travail plus efficace avec les noms. Si nous devons corriger
en orthographe ou si on veut arriver à une meilleure compréhension pour la structure d'un certain mot, on ne veut pas chercher dans 2500 entrées pour trouver chaque occasion qui se présente pour le protéger, pour le corriger. On veut trouver une façon de travailler dans ces informations de façon plus efficace. Et pour être plus précis, le but ici, c'est de pouvoir créer des informations précises pour la communauté. Et dans le contexte de dégradation linguistique et la perte intergénérationnelle de la langue, c'est très important. Et la base de données doit être assez flexible pour soutenir la production d'une variété de produits différents. On veut pouvoir créer des données numériques pour les gens qui créent des cartes. On veut créer des cartes physiques, des cartes que les gens peuvent amener sur les territoires, dans leur cabine, sur les lignes de trappe où il n'y a pas d'électricité. On va créer un site web et des lexiques et des dictionnaires parce que c'est un travail linguistique aussi. Donc, il y a beaucoup de vocabulaire qu'on trouve dans les noms de lieux qui ne se trouve pas dans le dictionnaire de la commission scolaire CRI. Des milliers de noms que nous avons. On a peut-être des centaines ou des milliers de étapes verbales qui ne se trouvent pas dans le dictionnaire. Donc, il y a une portion qui est purement linguistique. Ce n'est pas juste une question de cartographie et les choses. Donc, les gens qui sont intéressés par la technologie, on a une plateforme de sources ouvertes. Malgré ce qu'on fait, les logiciels sont gratuits aussi. Il n'y a pas de frais d'utilisation. Donc, ce sont des bonnes choses. Actuellement, on a plus de 9 000 où on a fait ce qu'on devait faire, où on a une entité géographique où on a une morphologie qui est claire et établie, où on a un endroit opaque où la morphologie n'est pas comprise, où le nom n'est pas compris, même par les aînés, mais on est sûr que ce qu'on a véridique et là où on a fait du travail. Si on regarde le travail à Ojibwe et à Swanapi, et on peut voir l'objectif, c'est d'avoir cette densité partout. Et quand on travaille de ligne de trappe à ligne de trappe, c'est ce qu'on espère avoir. Alors, c'est un gros projet. Et c'est une capture d'image de la base de données. Quand je parle de polygone, si une rivière ou un lac prend un nom, c'est dans la base de données polygoniques et c'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'enjeu, pas de problème, mais ça a tendance à répliquer ou à reproduire ce qu'on voit dans les entrevues. Si un polygone ou un lac est encerclé dans une cartographie, ce système tend à reproduire avec assez d'exactitude ce qui arrive dans la cartographie. Évidemment, il y aura des problèmes en termes de représentation, mais c'est mieux que ne pas en avoir, c'est sûr. Alors, l'autre défi, pourquoi ça a été inclus dans le mandat de la commission langue, c'est que les noms officiels, les noms officiellement reconnus tendent à varier sur le territoire, mais très souvent un mélange de noms écrits, mal écrits, des noms en anglais, des noms en français et des noms qui ne sont pas si mal écrits que ça, mais ce que ça donne dans certains secteurs, c'est une perte de l'utilisation de ces noms par les jeunes utilisateurs, les jeunes qui utilisent le territoire. Alors si on regarde la carte, les points bleus, c'est des noms écrits qui ont été officiellement reconnus et les points rouges, c'est des noms qui ne sont pas écrits, qui sont officiellement reconnus. Si on regarde surtout les communautés du Sud, si on regarde Wassanabe, Ojibwe, si on regarde des grosses portions de Mistassini, la vaste majorité de noms officiels sur ces territoires ne sont pas des noms écrits. Alors, quand les gens demandent des cartes du gouvernement utilisées sur les territoires pour s'orienter, ils utilisent des cartes qui sont couvertes en anglais et en français et ne sont pas en mesure
mesure que ce changement vers les cartes devient de plus en plus prononcé, on voit de plus en plus de gens utiliser des noms en anglais et en français pour s'orienter et ils perdent les noms-cris qui sont beaucoup plus riches en termes de communiquer l'histoire, l'écologie, et toutes sortes d'aspects importants de la culture cri. Alors, les gens qui travaillent à Wascanabe ou Jiguramo, c'est très rare de trouver des jeunes qui connaissent les noms cri pour le territoire familial. Ils utilisent exclusivement des termes en anglais et en français. Même chez les aînés, c'est surprenant, c'est très commun de trouver d'autres qui ont une bonne commande, une bonne connaissance des noms-cris dans leur territoire. Alors, c'est bien. Alors, comme j'ai dit avant, l'objectif, c'est d'essayer de faire des produits qui seront utilisés par des gens, pas nécessairement pour remplir leur crâne de noms, mais de nous assurer que les produits que les gens ont besoin sur le territoire, on peut les faire avec des noms-cris pour qu'ils puissent être utilisés. Parce que si les gens ont besoin de cartes, il faut qu'ils reçoivent des cartes de chez nous avec des noms en cri au lieu de cartes du gouvernement fédéral avec seulement de l'anglais et français. C'est ça l'objectif principal du programme et c'est une des choses qu'on a commencé à faire et des cartes de ligne de trappe pour les familles 3 par 4 pieds, 1 à 150 000 et qui sont 1 à 50 000 pardon, qui ont les noms cris. Et c'est quelque chose qui enchante les gens. Ils sont enthousiasmés par ça. Et ça semble être les choses que les gens aiment et vont utiliser. Et encore une fois, l'objectif, c'est de créer le genre de ressources qui vont permettre aux gens d'apprendre. Et je vais céder la parole à notre président local. Jack, en rose, le terrain, c'est pas rose, mais c'est la carte de la communauté pour identifier les lignes de trappe Wimanji, les grosseurs comblées. Il y a 20 lignes de trappe et environ 15 000 km². C'est l'équivalent de l'État de Hawaï. On parle d'un gros territoire et ça inclut les terrains à queue et les cours d'eau. On a 15 000 personnes, 1500 personnes enregistrées dans la communauté qui, une fois qu'on a eu un emplacement permanent, nos familles chassaient et trappaient dans ce secteur. Et à cause de pression du gouvernement pour surveiller et mettre les gens en situation de colonisation permanente ou d'établissement permanent. Et on s'est déplacé de cet endroit depuis. Aujourd'hui, on est 1400 qui vivent en permanence dans la communauté. Et nos connaissances traditionnelles sont incluses, sont issues de ce territoire et notre survie et le bien-être de notre peuple qui ont vécu là pendant des générations, qui ont chassé, qui ont fait de la trappe et qui ont nourri leur famille. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre nous, je ne sais pas, peut-être 70 à 90% travaillent dans des emplois de manière permanente à l'année et dans la communauté où on travaille du lundi au vendredi pour 48 semaines de l'année, ou si vous êtes à la mine, où vous travaillez la moitié de l'année, mais vous faites le même salaire. Et vous venez dans la communauté et parce que votre famille vous manque, vous restez dans la communauté. Ça dépend de qui vous êtes, quel est votre travail. Et la situation que John mentionne, les
conférenciers sont plus dépendants de la langue anglaise, de la terminologie en anglais, où ce projet à Wimunji a pris sa genèse en réponse à ça, pour que l'on puisse avoir notre langue, nos connaissances, notre culture et à cause des conditions de la communauté, on peut pas. On est limité par le temps qu'on peut passer sur notre terrain et qui nous éloigne de ceux qui nous enseignent les connaissances traditionnelles. Et c'est la question. Voici une photo d'un gouvernement. À gauche, c'est l'énoncé de notre vision et les principes du gouvernance et les rôles et responsabilités du Conseil. C'est énoncé et les rôles et responsabilités as members of the community. And et dans la vision, l'énoncé de vision, je pense que this is the quote that we took. Et c'est un énoncé qu'on a pris de l'énoncé de vision pour notre projet. Et on doit s'assurer la livraison de nos personnes, les EUCH, on doit maintenir et célébrer. On pense à l'avenir et nos enfants. C'est la raison pour ce projet et la préservation de notre population en termes de culture et de langue. Et voici toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet. Et en haut, on a ce comité sur la culture, c'est des gens traditionnels, les aînés, des gens de mon âge environ, un peu plus vieux. Et on a aussi les jeunes qui sont impliqués au centre jeunesse et les jeunes de la communauté. Et c'est le département où je travaille, et culture et bien-être. Je supervise ce département ainsi que le département jeunes. Et jusqu'à un certain point, on a impliqué le département de justice pour nous aider dans notre programme de réformation. Pour nous donner des directives et pour du financement. L'Association des travailleurs CRI, la branche locale, ce que John parle, c'est les écoles fournir des outils pour le projet et aussi pour nous transmettre les connaissances traditionnelles pour qu'on puisse avoir aussi leur rétroaction et leur feedback et leur donner de l'information quand ils en ont besoin. Et cette année, on a eu des étudiants d'été, un programme d'emploi d'été qui était leur contribution en nature à le Parti culturel du travail, c'est la traduction, et aussi le département des communications dans la communauté, dans la bande. Alors, notre objectif, c'est le projet doit se terminer 95 en CRI dans notre langue pour qu'on puisse maintenir et préserver la langue. Et la traduction, c'est pour aider Catherine et Geneviève qui vont aussi nous adresser la parole. Et on va donner des livrets informatifs et des atlas pour les écoles et des matériaux scolaires, et on va donner des cartes quand ils en ont besoin. Et c'est un projet basé à Wimunji. Et on va travailler au niveau familial avec les lignes de trappe, les talimans.
and anyone who wishes to be involved from that family. Ceux qui veulent être impliqués dans la famille, l'information doit être gardée, gérée et contrôlée par la communauté pour que l'information sensible ne quitte pas ou n'échappe pas à la communauté envers des compagnies qui veulent abuser de ses connaissances. Il y a aussi un transfert intergénérationnel de ces connaissances envers nos jeunes et on espère qu'on aura de plus en plus de jeunes qui vont utiliser le territoire. Banana counter. Alors, je suis à la bonne place, finalement. OK, alors on a planifié pendant 1 an avant d'arriver au point d'enregistrement, des sessions d'enregistrement. Et en juillet, on a rencontré un maître de traite de trappe avec sa femme, et son nom c'est Irène, et on les a rencontrés à plusieurs reprises et on a commencé les sessions d'enregistrement. On a eu 6 jours d'enregistrement que vous voyez ici dans ces photos. Et une fois que les sessions d'enregistrement étaient faites, c'était tout en cri. Jen a marqué les cartes et j'ai pris des notes et on avait les étudiants d'été avec nous pour nous aider. Les étudiants d'été, en fait, notre amie Beverly, qui a travaillé comme traductrice bénévole avec les étudiants d'été, a commencé à faire le montage sonore. C'est pas fini encore, mais on va revenir et des exemples de ce qu'on a pu réaliser. Alors, cet été, on a mis l'accent surtout sur la cartographie culturelle, de l'aide culturelle, et c'était une façon de ajouter aux noms d'endroits qui sont déjà là et pour complémenter cette information avec l'enregistrement de récits sur les pistes de skidoo, les pistes de canaux de portage et aussi sur les lacs, les rivières, les rapides, les criques, les montagnes, par exemple, et les vallons aussi. Mais pour vous donner une idée de ce qu'on a, il y a un projet qui était en 2009, qui a été fait par McGill, et tous les noms d'endroits que John mentionnait étaient mis dans une plateforme de cartographie, et les histoires qui ont été enregistrées en 84 à Wimunji par la communauté avec le maître de la trappe, de chaque ligne de trappe, et tout a été mis dans une plateforme de cartographie. Et le problème avec cette plateforme, c'est que c'est devenu caduc, obsolète, et donc le travail, ce projet qu'on a fait cet hiver, c'était de mettre à jour tout ça, et on a trouvé Google Earth pour visualiser les histoires, les récits. Et on a choisi Google Earth à cause de l'interface facile d'utilisation et la durabilité que le KML, le format KML, c'était assez prometteur. Et ça, c'est le territoire de Wimunji.
et avec tous les noms d'endroits qui ont été colligés à partir de 70 études que John mentionnait et complémenté avec des histoires. Voici un exemple. Un peu de traduction, ça c'était Sinclair Stewart, le regretté, on lui a demandé de parler de ce petit lac qu'on indique par la flèche, ça s'appelle Dog Lake. Quelqu'un, quand il voyageait de manière traditionnelle avec les raquettes en hiver, ce lac tend à être boiteux avec de la slush, de la gadoue en hiver et la gadoue reste en dessous des raquettes et ça fait en sorte que c'est très difficile pour eux de marcher et je ne sais pas lequel du membre du groupe était. Il a dit ça c'est un lac chien parce que nos opinions des chiens est un peu mauvaise, mais c'est pour ça qu'on appelle ça Dog Lake. Alors, il y a 80 histoires sur le territoire Wimundji et ça c'est de ce projet. Et cet été, on a décidé, on n'a pas décidé, mais on a travaillé sur la continuation de ce travail avec une ligne de traite en particulier. Catherine a déjà commencé à introduire ce projet et c'est ça, ce serait la ligne de trappe sur laquelle on travaille. Et ça, c'est ce qui existe déjà. On a ajouté 130 récits à la plateforme. Et alors, ça, ce sont nos défis, mais je pense que John a déjà parlé de défis techniques auxquels on peut faire face au niveau communautaire, à travailler avec les bases de données, organiser les données et de différentes sources. Et une des choses importantes à Wimundji c'est d'avoir un contrôle local et la propriété être propriétaire de l'information. Alors, un de nos défis, c'est de travailler avec différents niveaux de confidentialité pour que l'information soit accessible seulement par le maître de la trappe ou la famille. Alors, c'est pour ça qu'on travaille avec Google Earth. Rien n'est en ligne pour l'instant et on travaille avec avec ces niveaux de confidentialité. Une des demandes
c'est de mettre des niveaux en ligne et certaines informations seraient publiques, par exemple les zones de sécurité, sûreté. Alors, on compose aussi avec les défis d'accessibilité et durabilité de l'information. Et on a vu à Wimonji, avec l'expérience de la plateforme précédente, que c'est devenu obsolète. Et pour ce projet, on met l'accent sur le fait de rendre ça accessible au maître de la trappe et sa famille. Et des défis à respecter les connaissances CRI traditionnelles et la capacité traditionnelle des CRI. Et donc, on a eu beaucoup de plaisir à travailler là-dessus cet été. Et le maître de la trappe et sa femme étaient enthousiastes autour de ce travail-là. Ils ont demandé ça depuis qu'ils ont vu cette carte en 2008 et ils pouvaient voir à ce moment-là qu'il y avait beaucoup de travail qui a été fait dans la zone côtière par Colin et Monica. Et il y en avait très peu dans le territoire à l'intérieur des terres. Il y a des enregistrements qui ont été faits. On peut écouter un nom et écouter comment ça sonne en cri et entendre une histoire là-dessus. Et l'énoncé ici, ça vient d'un étudiant qui écoutait une présentation qu'on a fait en juin et elle a mis ça sur Facebook. Et la surprise, c'est d'entendre la voix de son grand-père qui est décédé, qui parlait d'un endroit à vraiment illuminer son cœur. Et donc, on peut donc conclure maintenant. Je pense qu'il nous reste plus de temps. Et je serai bref. J'ai oublié de mentionner que cette information avec laquelle on travaille, à partir de laquelle on travaille, ça va avoir un gros impact dans la communauté. Ça peut être utilisé comme outil d'éducation, comme on a dit auparavant, mais ça peut être aussi utilisé comme outil politique. Une fois que l'information est colligée, par exemple, s'il y a des négociations qui doivent avoir lieu dans un secteur spécifique, on peut y aller avec cette plateforme et regarder l'information. Il y a des informations sensibles ici. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, c'est comme ça qu'on adresserait, qu'on composerait avec ça. J'ai oublié de le mentionner auparavant. Et notre peuple, depuis la nuit des temps, on a appris en écoutant et en regardant et en essayant des choses avec nos aînés et nos enseignants. On continue ce processus de transmettre les connaissances pour appuyer Wimonji en tant que communauté où la tradition perdure. C'est le slogan de notre communauté. C'est Wimonji, une communauté où la tradition perdure. Merci. Questions, commentaires? Merci beaucoup. Inaudible pour l'interprète. C'est très intéressant de voir les aînés prendre vie. Quand ces deux projets sont assez complémentaires et c'est plus renaissance de noms d'endroits des polygones. On voit où ils sont et ça a été essayé comme les noms d'endroits. Et je sais pas si vous avez la pluralité des noms d'endroits, vous avez les dimensions personnelles, émotionnelles et entendre les récits, mais c'est moins rigoureux, c'est plus comme une carte de tous ces endroits. Est-ce que vous avez pensé peut-être à rassembler ces deux projets et est-ce que c'est possible et jusqu'à quel point est-ce qu'on peut faire ça? C'est
là où on est rendu et c'est ce qu'on entrevoit. Et ce contraste entre le travail, les deux travaux, c'est un contraste entre les présentations aussi. Je pense que le travail que je fais est infusé de tout ce qui est couvert dans la présentation, les gens qui racontent leur histoire, et c'est juste en termes de comment c'est présenté. On voulait travailler sur les différences, travailler en communauté et on a le luxe de travailler de manière plus constante ce qu'on aimerait faire. Les gens de Womanji, c'est de travailler sur développer une plateforme qui permettrait aux deux d'être ensemble. On a une base régionale, on a une plateforme flexible où les communautés peuvent y contribuer. Alors, et pourquoi qu'il y a de dédoublement, des efforts dédoublés pour qu'il y ait une complémentarité et que ce qu'on peut recueillir comme récit, comme information peut être contribué par différentes communautés en plus de cette base régionale. Parce que l'autre point qui n'est pas vraiment survenu, c'est qu'on voit ce qui arrive à Wimonji, mais il n'y a pas la même chose dans d'autres communautés. La plupart des autres communautés n'ont pas des programmes comme ça. La plupart des communautés ne sont pas où Wimonji est rendu en termes de ce genre de travail. Avec Wimonji, on avait une occasion, si on peut bâtir une plateforme et un programme comme ça, de mener par l'exemple, de développer des méthodologies pour d'autres communautés, pour qu'on puisse commencer à intéresser d'autres communautés envers ce genre de travail. Il y a de l'enthousiasme, mais il n'y a pas nécessairement le moyen au niveau communautaire. Alors, c'est la prochaine étape. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. J'ai travaillé avec John quand il était à Womanji. J'ai observé ce qu'il a fait et j'ai vu les réponses et je sais maintenant que si on allait travailler à partir de ces cartes dans ces entrevues, qu'on aurait une expérience beaucoup plus riche parce que avec tous les noms d'endroits, on a quelque chose à partir duquel travailler et je vois, malgré le fait qu'on doit avoir quelque chose que l'autre communauté peuvent utiliser, on a d'autres façons de travailler qui sera beaucoup plus productive à l'avenir. Quelqu'un d'autre? Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Je peux me voir là-dedans. Je connecte avec ça. La carte avant 2008, vous avez mentionné 2008. Je pense qu'on est encore... on n'est même pas là. C'est très intéressant. Deux questions. Un, c'est on a utilisé Google Maps, Google Earth. Et maintenant... Maintenant, vous pouvez la superposer avec les cartes existantes pour l'utiliser pour la négociation. Est-ce que vous pouvez utiliser les deux pour avoir les noms sur une carte normale? C'est le premier. Et le deuxième, et je pense que je l'obtiens de la comprendre de ce que tu dis, que les jeunes le trouvent difficile. On utilise les noms, les vrais noms des places. Ils utilisent des noms qui ont été baptisés. Avez-vous une stratégie pour prendre ces noms? Les gens voient les noms courants des endroits qui peuvent être des écoles, des rivières, des montagnes. Il y a des noms écrits quelque part. Est-ce qu'il y a une stratégie pour essayer de les remplacer au lieu de les avoir seulement sur la carte Google, de l'avoir sur
le terrain afin que les gens puissent planifier. Voici mes deux questions. Ce sont des espaces physiques? Non, mais il y a des limites. Oui, mais il y a des limitations sérieuses à cause de l'espace du territoire. Donc, il y a des routes longues. C'est beaucoup de chemin à faire pour exister les pancartes existantes ou la signalisation. Ça vaudrait la peine de le discuter, mais une grande partie de ce territoire est loin et difficile d'accès. Et juste l'échelle de grandeur rendrait ces choses très difficiles. Même si c'est le genre de choses où les maîtres de trappe pourraient être encouragés pour le faire sur leur propre territoire. En ce qui concerne les cartes de négociation, on veut fournir des données numériques aux gens qui peuvent faire des cartes. Donc, CNJ Environnement ou l'Association des trappeurs CRI, on peut leur donner des noms. Ils peuvent l'étiqueter. Et leur nom aurait des noms de lieux CRI qu'ils peuvent prendre pour le travail qu'ils font. Pour la deuxième question, Geneviève va arriver pour vous indiquer le lac que vous voyez. Pouvez-vous me donner le pointeur, s'il vous plaît? Du côté droit, on voit la ligne qui monte. Celui-là, c'est une route. Ce qu'on voit ici, c'est la seule route moderne qui existe sur le territoire. Mais notre territoire traditionnel est une route ici. Il y a deux pancartes aussi. Il y en a deux que je peux utiliser. Il y a McGill qui a fait une pancarte à droite. Ça s'appelle Ukmishkash, la façon que c'est écrit là-bas, en lettres latines. Et là, c'est Ukmiska. C'est les seuls que je connais. Et l'autre est la pancarte d'arrêt qui est Tipchichi. En utilisant cette plateforme, on pensait que ça serait... Mais ça servirait mieux comme outil d'éducation dans la communauté, sans aller sur le territoire parce que ça coûte de l'argent pour y aller. C'est éloigné et la plupart des gens utilisent les routes modernes. Ils n'utilisent pas les routes traditionnelles, qui est une des raisons pour lesquelles on veut faire le projet. On veut inscrire ou enregistrer les routes traditionnelles pour que les gens les connaissent. Donc, les gens peuvent apprendre dans la communauté. Pour ça, on l'a mentionné comme outil éducatif, pas juste pour l'école, mais pour les trappeurs aussi et les maîtres de trappe pour chaque communauté et chaque ligne de trappe. Donc, ça pourrait bien servir dans ce sens. Ça aide chaque famille. Ce n'est pas juste une famille. Dans certaines lignes de trappe, il y en a 2 ou 3 qui chassent là-bas. Ils auront accès à ces informations. Et Geneviève pourrait répondre à la première question aussi. Je voulais juste ajouter, concernant votre question, d'utiliser Google Earth comparé aux cartes normales. On utilise Google Earth pour visualiser
une histoire liée au nom de lieu. Il y a des noms de lieux qu'on utilise. On utilise les cartes topographiques pour enregistrer certaines places. Donc, on jongle entre IGS et Google Earth. Donc, on utilise tous ces outils pour produire des cartes. Et aussi, on utilise des cartes de base topographiques où on a ajouté les noms de lieux. Il faut... On a le temps pour une autre question avant de retourner en Australie pour laisser assez de temps pour une petite pause. Il y a trois mains qui viennent de se lever. La mienne est très rapide. Je voulais juste avoir un point de clarté. Il y a le monsieur qui vient de poser sa question. J'ai pris sa question. Par exemple, la première nation pour laquelle j'ai travaillé, l'Axon, notre traditionnel, le territoire traditionnel s'appelle l'île Valdez. Il voulait le retourner à son nom original, l'Axon. Est-ce qu'il y a une stratégie? C'est ça qu'il voulait signifier. Est-ce qu'il y a une stratégie pour renommer le territoire dans votre langue au lieu de prendre le nom utilisé par le gouvernement du Canada? Oui, c'est une partie de ce projet et aussi c'est pour assurer que ces termes soient utilisés dans la communauté et aussi d'être utilisés lorsqu'on discute le territoire. Ça peut renforcer la langue. Une partie du défi pour la reconnaissance officielle. Il y a un lac majeur où le nom CRI a été adopté à Chagami, sur le territoire. Et il y a l'entente de région marine à négocier pour la reconnaissance des noms CRI sur toutes les îles côtières. Le défi ici est une question d'échelle. On parle de milliers de noms et la commission toponymique est un petit organisme avec peu de personnel. Donc, même s'ils voulaient, ça prendrait des décennies de travail. C'est quelque chose qu'il faut poursuivre et il faut cibler des priorités avec la visibilité et l'importance pour les nommer. Mais ce sera un processus assez long et quand on ajoute le cycle de génération des cartes par les agences gouvernementales, même avec une entente venant de la province pour reconnaître ces noms, ça prendra des décennies avant que les gens dans la communauté commencent à avoir des cartes avec les noms CRI. Et je ne sais pas quelle est la situation institutionnelle en Colombie-Britannique, mais au Québec, ça prendra beaucoup, beaucoup de temps. Ce n'est pas juste nous, mais les Inuits à Nunavik ont adopté la même stratégie où on va juste produire nos propres ressources parce que c'est beaucoup plus rapide et on peut jouer le jeu à long terme avec la province. Mais en attendant, on veut pouvoir mettre des choses dans les mains des gens plus rapidement. Et je suis complètement d'accord et je suis pour votre approche aussi. Je voulais avoir la clarification parce que c'est ce que je pensais entendre de sa question. Et je pensais qu'on n'avait pas de réponse claire à sa question. C'est bien. Il y a 500 ans d'histoire au Québec. Donc, quelques décennies, c'est rien comparé aux 400-500 ans d'imposition. Donc, il faut sortir les informations avant qu'elles se perdent, comme on l'a indiqué. Je vais donner un moment à Derek et Idriss. Pour l'heure, ça va nous laisser 45 minutes pour la présentation de Torres Strait et 15 minutes pour s'étirer avant que la nourriture arrive. Donc, si tout le monde est correct, on va passer plus de temps pour parler. Juste un commentaire. La commission
toponymie du Québec est une petite institution, mais je parle de Google Earth. Si ils se foutent si ils ont leur nom de liste, ça vient de vous ou ça vient de la commission de toponymie? Je ne sais pas si on pourrait dépasser les noms reconnus. C'est quelque chose qu'on peut utiliser. Ils ne pouvaient pas vous utiliser. Peut-être qu'il faut rapprocher le micro. Est-ce que les traducteurs l'ont entendu? Oui. C'était correct. Hicieron un trabajo enorme, ¿verdad? Quisiera saber si estos puntos que hicieron, si todos los que están ahí... J'aimerais savoir si ces points que vous avez soulevés, si tous ces noms-là sont inscrits au nom de la communauté dans leur cas. En fait, les territoires, là où il y a eu le prélèvement de ces points-là, est-ce que ça appartient, la propriété des noms, là, vous l'avez dit, nous avons fait un travail et nous avons eu des problèmes d'entrée. En fait, nous avons essayé de récupérer nos territoires. Et tout à coup, nos terres appartiennent à des propriétaires fermiers et nous avons perdu l'accès à ces terres. Et donc, j'aimerais savoir si vous avez vendu ou vous avez cédé les titres ou pas, ou à qui appartiennent ces titres. Sur la question juridique, je ne serai pas la personne qui dirait céder des choses. Je ne pense pas que j'ai cédé ou que mes ancêtres ont cédé des choses à part le territoire qui a été inondé et endommagé. C'est comme ça qu'on me l'a expliqué. Et les choses qui n'ont pas été touchées n'ont pas été cédées. Donc, dans ce sens, il y a une contention, une dispute avec ce que le gouvernement ou le Québec pourrait présenter. Ils diraient que nous avons cédé tous les territoires ou toutes les terres sur le territoire. Mais ce qu'on n'a pas mentionné, c'est le cadre ou le régime foncier juridique qui existe dans cette région. On se concentre plus sur les informations traditionnelles. Ça nous appartient, pas en tant qu'individu, mais en tant que communauté, comme société communale. Et ça enregistre tout, autant que nous pouvons, bien entendu, parce que c'est une société orale. Nous avons perdu un peu de connaissance dû au temps ou à l'usage. Nos histoires remontent à l'époque des glaciers. Il y a des gens qui ont mentionné la mégafaune qui remonte à 8 000 ou à 12 000 ans. Donc, voici les choses qu'on aimerait faire sortir de nos gardiens du savoir pour utiliser, afin d'utiliser ce savoir sur ces cartes qui pourront être de savoir quotidien. Il y a une autre zone que j'aurais pu utiliser qui est plus à l'est de ce lac que vous voyez ici. Ça parle d'un géant qui voulait tuer nos gens. Et il en a tué certaines. Et le seul survivant a quitté la zone pour la région pour trouver les autres. Et ils sont revenus et ils ont utilisé leur pouvoir, leur savoir spirituel pour localiser le territoire, de trouver le géant afin de le tuer. Et ils l'ont fait. Et la colline s'appelle, la traduction littérale, c'est Adushkaskobet, la colline du géant, parce qu'ils ont découpé le géant en morceaux, ils l'ont empilé. Donc, et ça ressemble à des morceaux de viande empilés. Et au sud,
du tas ou de cet art. Il y a une autre colline qui s'appelle le chaudron du géant qui est renversé. Il y a un aîné qui est allé à la petite colline, il l'a entouré, il a vu une ouverture et il est entré avec une lampe de poche en pleine journée et ça ressemble à un chaudron de l'intérieur. Donc voici le savoir qu'on essaie de retenir pour assurer que notre présence sur ce territoire remonte à très loin pour des fins politiques. Si je peux ajouter une bonne métaphore pour la décolonisation, c'est de tuer le géant cannibale et d'empiler ses morceaux. Et comme Samy l'avait mentionné, c'est une situation assez complexe. Il y a 3 catégories de terres. Il y en a certaines qui sont sur un territoire minoritaire et le reste, il y a des droits qui sont indiqués dans l'entente signée en 1975, mais il y a eu une série de traités subséquents où les Cris ont procédé sur la base qu'ils n'ont pas cédé le titre, qu'ils n'ont rien cédé dans la Convention de la baie James et du Nord québécois, à part les territoires inondés. Mais c'est une lutte sans cesse. Et une partie de l'importance de ce paysage culturel sur le plan politique est la reprise de tout leur territoire de UHC. Il y a des parties qui n'ont pas eu de droits de propriété acceptés par les gouvernements. Il y a certains droits gouvernementaux que les Cris ont réalisés par des ententes subséquentes. C'est un jeu complexe qu'on n'a pas le temps d'élaborer maintenant, mais qui pourrait revenir dans les discussions subséquentes. Donc maintenant, je passe au groupe de Torrey Strait, de Détroit de Torres. Et je pense que ce sera Monica Mulroney. Université Concordia, Annick Thomasin, candidate au doctorat, McGill, et aussi elle a travaillé avec l'Université nationale australienne, elle a travaillé avec John Altman. Maino Mosby, qui est un résident de Détroit de Torres. C'est une place magnifique, un grand quai de sable qui s'appelle Massic. Et c'est le partenaire d'Annick en passant. Et c'est une région avec de très beaux récifs de corail et un paysage marin de récifs de corail, de coraux. Et ça se trouve au centre d'une longue histoire de pêcherie commerciale coloniale. Et ça fait partie des luttes des insulaires du Détroit de Torres. Kenny Bedford viennent d'une île voisinant. Il fait membre de l'administration du Détroit de Torres qui administre l'autonomie gouvernementale de ce détroit. Nous l'avons perdu au processus électoral. Il a été réélu au conseil. Et après, ils ont convoqué une réunion qui était en conflit avec notre réunion de Kenny. A dû annuler, mais il envoie ses salutations, mais on est chanceux d'avoir Maino qui pourrait représenter les insulaires du Détroit de Torres. Donc, je laisse la parole. Je vous laisser parler d'abord.
J'aimerais remercier le peuple Wendat pour leur hospitalité et Sakada de me permettre de représenter les insulaires de Détroit de Torres. Et le Détroit de Torres est un groupe d'Australiens indigènes et merci et ça se trouve dans le passage du Nord. Aussi, le détroit de Torres qui se trouve au nord-est, au nord de l'Australie. C'est 35 000 kilomètres carrés en superficie qui consiste de 4 zones. Il y a la zone est, la zone occidentale et le nord-ouest et aussi les îles centraux. Donc, dans le centre, on revient au statut terra nullius. Le premier cas pour le titre autochtone, ils viennent d'Imavo. Ils viennent de partie orientale de l'île. Il y a beaucoup de revendications territoriales ou de revendications de titres réussies par les peuples indigènes dans le détroit de Torres. Donc, dans l'ouest, il y a des palétuviers et des herbes marines. Et il y a des îles de corail au centre et aussi c'est volcanique aussi. Donc, il y a des espèces de poissons que nous voulons chercher de l'ouest. Il pourrait y avoir un échange entre ces régions ou entre ces îles. Pour les espèces commerciaux, il y a des homards, de concombres de mer, le poisson, les coquillages de tortue. Et Kenny aurait eu encore plus de choses à dire. Mais aussi, il y a le tourisme. Je vais le passer à Annick maintenant. Merci, Lionel. J'aimerais remercier les peuples Huron-Wendat qui nous ont reçus ici. Donc, je vais juste... La couleur est étrange. Voici l'écosystème dont Lionel parlait, des écrevisses. Donc, je parlerai. Ça fait partie de mon doctorat qui se concentre sur la cogestion des pêcheries dans le détroit de Torres. J'essaie de voir si la structure de cogestion va bureaucratiser l'île ou est-ce que l'île va rendre la bureaucratie plus insulaire. Je vais juste présenter un aspect de mon doctorat. Dans les détroits de Torres, la gestion des ressources maritimes, c'est géré par l'administration des zones protégées. A été géré en 1984 par le traité du détroit de Torres, qui n'est pas nécessairement un traité entre les insulaires, le détroit de Torres et l'Australie. C'était avec l'indépendance de la Papouasie. Et c'est un traité entre la Papouasie et l'Australie.
ce qui se traduit dans la carte utilisée par le PSE, qu'on ne voit pas l'autorité et on ne voit pas les noms des îles. York s'appelle Massic. On ne peut pas voir des territoires marines non plus. On voit juste les pêcheries. Et toutes les juridictions qui comptent pour la relation entre l'Australie et la Papouasie. Donc, le traité de Détroit de Torres a donné un des premiers mandats. Ils ont souvent dit que c'était le plus important, vu qu'ils l'ont dit plus tôt, on peut les garder, les tenir responsables. Voici la source ici. C'est un peu petit. Donc, le but principal des zones protégées est de protéger et de reconnaître la façon de vivre traditionnelle avec les habitants traditionnels de la région du Détroit de Torres. La zone protégée et l'autorité conjointe. Donc, ici, c'est composé depuis longtemps, de 1984 et 2002. C'était une structure classique, 2002, et toute l'autorité était inclue dans le comité. Ça faisait partie du comité de décision décisionnel de l'administration. Et le Commonwealth et le ministre fédéral sur les pêcheries a le veto sur les décisions. Et aussi, cette autorité de Détroit de Torres a le seul organisme décisionnel aussi. Il y a des membres aviseurs qui sont présents dans la plupart des autres structures. Ça fait partie de la structure consultative. J'ai dit que le but principal de l'autorité, c'est de protéger la façon de vivre des insulaires aussi. Ils ont le but de protéger et de gérer l'environnement maritime et de faciliter un usage durable des ressources du Détroit de Torres. Ça semble très bien, mais ces mandats sont très contradictoires et une façon de regarder, mais dans le traité de Détroit de Torres, les papiers paysagers, l'idée de la manière traditionnelle de vivre, c'est pas très bien défini et ça peut être assez convenable. Et ce que j'ai fait, donc, j'ai regardé le cas de l'île Masseg. Manu vient de là et c'est là. OK, ouais. Et donc, j'essayais de voir ce qui a été fait en termes de gestion, mais aussi en termes de pêche et sur cette île en particulier pour avoir une idée de ce que est ce mode de vie traditionnel. Alors, Massig est une petite île sablonneuse dans le détroit de Torres. C'est 165 000 km² et 3 mètres en haut de la mer. Les questions de changement climatique sont assez importantes pour eux. Et quoi d'autre? Alors, on a plus d'eau que de territoire terrestre. Ça inclut 12 îles. Et c'est dans la partie sombre ici, le territoire marin qui fait partie de ce secteur marin est environ 1580 km². C'est 950 fois plus gros que le territoire
Alors, Massé, Well, I just have the names of the islands. le nom des îles, il faut comprendre que la mer est aussi couverte de noms. Massig, les habitants sont impliqués dans les pêches en petits navires, petits bateaux. Alors, je montre un peu pour vous donner une idée de ces mode de subsistance traditionnel, de la pêche de subsistance avec de la pêche à la main, des filets aussi. Ça peut être fait à partir de petits bateaux avec des lances à partir de 5 mètres du littoral et les bateaux commerciaux aussi la pêche commerciale et ce qui est considéré comme la pêche traditionnelle. La pêche de subsistance arrive en même temps à la même place et c'est une catégorie assez artificielle de gestion en fait pour les habitants. Souvent, ils vont en mer et si ils s'ils vont aller chercher des homards locaux et peuvent peut-être attraper un peu de poisson pour mettre sur la table. Même les écrevisses, c'est intéressant, c'est commercial et de subsistance en même temps. Ils reviennent aussi avec, si on vend ça pour la queue sera vendue et la tête sera gardée pour quelqu'un dans la famille. C'est une pêcherie multi-espèces où les gens travaillent avec les marées pour collecter un peu de coquillages et quand la marée change, ils iraient chercher des écrevisses et d'autres espèces. Les habitants de l'île Massig pêchent dans le territoire de Chaume. Alors, le parti sombre et ombragé et c'est assez large, plus large que ce qu'on voit ici. La partie un peu plus pâle, c'est la zone partagée avec la communauté de Koroma et Eru de l'autre côté. Et donc, les îles Massig, cette pêcherie est impliqué dans des systèmes plus gros, un système économique plus large qui n'existe pas seul, et ça fait partie de ce que John Altman a dit, qu'il a créé un modèle qu'il a appelé une économie hybride. Et donc, je vais juste aller à cette diapo. Je voulais vous montrer, ça c'est la différence entre la pêche industrielle et la pêche pour l'industrie des crevettes qui fait en sorte que l'île a l'air d'une zone industrielle, parfois. Alors, l'économie hybride est une combinaison, une articulation de participation dans l'État et les marchés, les différents secteurs de l'économie et de l'activité économique qui sont arrivés à l'intersection de ça. Alors, par exemple, il y avait un programme qui s'appelait programme d'emploi communautaire, programme de développement de développement communautaire qui était une forme de revenu minimum garanti. Alors, on travaille un peu pour les bénéfices, mais c'est pas vraiment ça. Mais bon, ceux qui sont impliqués dans ce programme qui leur donnerait de la paye pour du travail qu'ils feraient à temps partiel, quelques heures par semaine, et l'île gère et organise ça pour qu'ils puissent avoir une semaine de travail, une semaine off. Alors, ils auraient donc les gens qui seraient sur ce programme qui auraient revenu, c'est pour le loyer et la pêche, et iraient pêcher s'ils ont besoin de revenus supplémentaires. Ils veulent envoyer les enfants à l'école, acheter une auto, un nouveau frigidaire. Alors, c'est aussi le secteur qui est tout ce qui ressemble à la pêche de subsistance et tout ce qui va plus vers pour les cérémonies de célébration, et le marché et les pêches étaient représentés là, mais il n'y avait pas beaucoup d'activité économique
économique sur l'île qui aurait pu fonctionner pour les deux magasins qui sont, les deux commerces qui sont sur l'île, Ergon LG, c'est les compagnies électriques qui étaient sur l'île. Et la plupart donc des gens avaient des carrières assez horizontales. Ils combinaient différents travails dans les pêcheries ainsi que les pêches traditionnelles en travaillant pour une école, par exemple, ou parfois recevoir des suppléments de salaire à garantie. Dans ce système, l'île a perdu le programme CDP. Je ne sais pas quel système est en place en ce moment, mais ça a permis leur a permis de jouer un peu quand le marché tombe et les prix sont pas bons. Ils pouvaient mettre l'accent sur le travail et quand le prix reviennent et si la météo est mauvaise et le climat est mauvais, d'assurer un salaire de base aussi. Et donc, une chose qui est importante, je pense, c'est que c'était vraiment pas quelque chose de nouveau. Il y avait un système étatique en place depuis les 1900 et quand c'était un plan qui aidait les habitants pour acheter du bois quand l'industrie du bois pouvait fonctionner pour qu'ils puissent être propriétaires dans les pêcheries et pourraient travailler très fort pour une longue période de temps. Et ensuite, quand ils auraient acheté leur bateau, ils pouvaient alors ralentir et commencer à utiliser leur bateau pour voyager, pour la pêche traditionnelle, pour différentes pêcheries, mais utiliser ça de manière qui correspond à leur mode de vie. Sur l'île, c'est différentes perspectives sur quel niveau de pêcherie sont désirables, mais ils ont ce principe qu'ils appellent « on prend seulement ce qu'on a besoin » et donc certains aimeraient voir plus davantage de gros navires, de gros bateaux dès le départ. C'est pas la majorité, mais certains veulent ça. Et ils ne voient pas ça comme pêcher, remplir son quota ou pêcher au maximum. C'est toujours basé sur certaines aspirations et aussi avec l'idée que l'accumulation excessive de richesses, c'est pas vraiment quelque chose qui est prisé dans la communauté en général. Donc, je faisais un lien avec cette économie hybride à une expression des aspirations des habitants de vivre selon leur projet de vie et selon leurs valeurs. Alors, je vais essayer d'y aller rapidement. C'était des choix qui ont été faits par des gens non seulement en réaction à un manque d'occasion sur le terrain, mais quand on regarde les zones protégées au niveau de la gestion conjointe, on voit, parce qu'on met le focus beaucoup plus sur l'optimisation d'utilisation de ressources, ils voient les habitants comme étant des gens qui ne pêchent pas assez. On peut dire que c'est des conservationnistes dans d'autres cas, mais dans ce cas-ci, c'est considéré comme de la sous-pêche ou une mauvaise utilisation, un manque d'utilisation, un gaspillage du potentiel. Alors, ce principe qui est on va de l'avant coûte que coûte versus on prend ce qu'on a besoin et notre économie est basée sur nos besoins seulement et pas nos désirs et leur mode de vie. En fait, il y a un petit aussi dans les zones protégées, l'autorité l'autorité collaborative et c'est pas basé sur une reconnaissance à qui appartient la mer et en 2013 une réclamation territoriale des eaux a été gagnée en 2013 et donc malgré ça
c'est encore les États qui décident sur l'allocation des ressources et les habitants ont gagné un contrôle sur les ressources. Il y a un cas, par exemple, où il y avait un rachat des pêcheries Finfish en 2008 et ils ont maintenant 100% de la pêche totale de Finfish et malgré ça, les habitants de l'île, on leur demande de réduire leur quota le plus possible pour qu'ils puissent se bâtir des réserves dans les pêcheries. Oui. OK, j'ai fini là. Et donc, il y a un vrai conflit si la protection du mode de vie traditionnel est très important. On se demande pourquoi ils ne commencent pas à regarder, essayer de comprendre ce mode de vie et mettre des efforts pour aider le modèle où les habitants de l'île ont plus de contrôle sur leurs ressources et appuient leur système économique. Alors, je vais céder le micro à ma collègue. C'est à vous. Je vais juste sauter quelques diapos. Merci. C'est bien d'être la dernière conférencière d'une longue journée. Ce que je veux faire, c'est vraiment couvrir de la recherche qui a lieu dans le Torres Strait, qui collecte avec l'agenda de Cicada. Alors, ce que je veux faire, c'est commencer avec le travail que Colin et moi qu'on fait dans Aruba, dans le détroit de Torres de l'Est, où Kenny vient de là, Kenny Bedford, qui n'a pas pu être ici aujourd'hui. Et juste... il y a 6 projets que je vais mentionner très rapidement. Le premier est relié à OK, alors je veux juste brièvement référer au travail qu'on a fait, moi et Colin, dans les 20 dernières années et documenter des réclamations territoriales dans les territoires de Aruba. Colin est impliqué dans plusieurs secteurs plus loin que juste Aruba, mais ce travail, et vous pouvez voir... c'est un plan rapproché de Aruba, ça ressemble à Massig et beaucoup plus de territoires en mer que de territoires terrestres. Et le travail que l'on fait implique la cartographie de certains endroits de frontières et d'autres connexions et la gestion et aussi documenter le debit toner qui est le système pour réglementer ou respecter et partager les territoires. Et ce travail a été fait pour contribuer à la détermination Aruba a eu un titre et reconnaissance du territoire en 2005 et aussi une réclamation en 2010 et il y a ce travail et voyons voir différents aspects de ce système. Alors, le focus de ce projet, c'est de faire en sorte que l'espace soit visible. John a mentionné ce matin où on reprend des titres pour les peuples indigènes à travers l'Australie. Alors, pour que l'espace en mer soit plus visible, on met l'accent là-dessus. Un autre projet, c'est un projet avec lequel je suis impliqué, c'est de travailler avec les femmes sur Aruba pour documenter
diversité et puis qu'on puisse se réapproprier leurs connaissances et leur territoire. Ce travail a été intéressant parce que ça met au défi beaucoup des perspectives la littérature existante. Et certainement, ça indique que les femmes et leur activité de pêche, qui sont le groupe le plus constant de pêcheurs, et ce travail est basé sur les données, les sondages, les interviews, les entretiens que j'ai fait avec plusieurs des femmes sur Aruba et la pêche est une source de protéines assez fiable. Les femmes vont chercher une plus grande diversité d'espèces que ce qui est reconnu dans la littérature et ils appliquent beaucoup plus de technologies que ce qu'on voit et ont accès à plusieurs emplacements pour la pêche basés sur cette recherche. Et il semble que 88 pêchent une fois par semaine, 43 pêchent presque tous les jours ou tous les jours. Et ce qui est très intéressant, c'est que plus de 50 pêchent pour des fins commerciales. Alors, si on regarde les cartes rouges, les cartes de pêche, quand les femmes font de la pêche et ça apparaît pas sur les listes, c'est pas licencié, c'est à travers les interviews seulement que c'est apparent la signification de leur pêche parce que ça apparaît pas dans les statistiques, mais une source très détaillée de connaissances. La connaissance est séparée par le sexe et c'est important d'aller chercher ces connaissances et aussi plusieurs tabous, rituels, superstitions autour de leur implication dans la pêche et leur activité au sens plus large en mer. Et plusieurs motivations différentes pour les femmes quand on parle de pêche. Ce travail avec Annick, cette idée d'économie hybride, certainement la pêche est une source de revenus supplémentaires très importante et ça aussi satisfait des obligations familiales. C'est un espace important pour les femmes pour pouvoir se côtoyer, avoir des amis, exercer la créativité, travailler avec nos collègues, nos consoeurs et Nora, on voit dans cette photo ici et comme notre sang, l'eau salée est dans nos veines comme notre sang et on met l'accent sur cet attachement à la mer et pour capturer vraiment les extraits de ce travail. La mer, c'est plus qu'un endroit où les gens pêchent, où les femmes pêchent, c'est plus que ça. C'est un endroit d'apprentissage, un endroit social, un endroit de guérison, un endroit social, spirituel, un endroit où on peut se remémorer des choses, mais surtout une demeure, un chez-soi. Alors, d'autres travails avec lesquels on est impliqués, reliés à le travail que Colin et moi, on a fait depuis la fin des années 90 et mettre le focus sur les discours et l'écart entre le discours fédéral, les gestionnaires des pêcheries et les chasseurs-cueilleurs. Et ce travail a été reconduit merveilleusement avec Annick et son travail à Massé, qui est une étudiante de doctorat, Annie Lancette, une étudiante à moi qui a travaillé à YAM et Badou et qui défend sa thèse le mois prochain et son travail met vraiment le focus sur les valeurs et les motivations, les valeurs des habitants et comment ils sont en conflit avec les valeurs de gestion de quotas et d'utilisation optimale, maximale dans le détroit de Torres. Alors, notre travail combiné sur le rôle des pêcheries, ça veut dire qu'on a certaines pistes sur les différences régionales dans l'articulation, l'expression de l'économie hybride et comme Annick a dit, les différentes expressions de vie, de projets de vie individuels et collectifs. Alors, je voulais juste mettre ça en lumière. Et un autre projet, et ça, c'est l'avant-dernière diapo. On arrive à la fin. Et c'est une stratégie marine. C'est document de conservation et celui à droite et mon implication initiale dans le détroit de Torres en 92. C'est coordinatrice de la première stratégie marine et
Et il y a eu plusieurs versions de cette stratégie de conservation marine dans le détroit de Torres, la plus récente qui a été publiée il y a quelques semaines. Cette stratégie de gestion terrestre et de l'océan pour le détroit de Torres de 2016 à 2036. Et je pense que ces énoncés de mission, et j'ai rajouté la stratégie de conservation CRI parce qu'on voit des énoncés qui ressortent de ça et c'est intéressant pour nous, je pense, et pour nous, chez CECADA, de regarder ces visions de protection environnementale et considérer l'étendue à travers laquelle il regarde la protection environnementale et le développement économique vision locale et aspirations sont encadrées à travers ces discours, avec ces discours les arrangements locaux et comment ces documents sont utilisés ou pas utilisés. Je pense qu'on, surtout dans le détroit de Torres, le dernier projet auquel je veux faire référence, Rosé et moi, on va parler de l'axe numéro 5. Je pense que l'attention qu'on a donnée à la terre et la mer en Australie, dans le détroit de Torres en particulier, est important. Je pense que on a vu à travers plusieurs des réunions que le groupe CECADA a eu, l'attention que les groupes comme le Kikatla, comme les CRI qui continuent de faire le pont entre le terre et la mer et l'interface entre les deux qui est souvent oubliée. Il y a un vrai silence, beaucoup de silence entre tradition terre-mer et c'est très important sur la pensée, au niveau de la pensée des peuples des Premières Nations et comment ils pensent à leur territoire et des obstacles qui sont en place dans plusieurs juridictions. Je pense qu'on est capable de contrecarrer ces obstacles et on passe aux choses maintenant différemment en termes de terre et mer en Australie, de considérer le détroit de Torres et considérer le contexte australien en relation à cette question de terre et mer et cette interface entre les deux. Alors, on regarde ça plus en profondeur demain. Et on va laisser ça en plan jusqu'à demain. Merci. SO. Alors, donnons 5 minutes aux questions et commentaires. Nico. Thanks, guys, for pour une belle présentation. Je serai un peu difficile. J'ai une question pour votre définition d'économie hybride. Pouvez-vous me dire quelle est votre définition d'économie hybride? Parce que je ne comprends pas pleinement ce que vous voulez dire et je travaille sur ce que j'appelle l'économie mixte et j'aimerais entendre votre vision là-dessus pour que je puisse soit vous mettre au défi ou soit être en accord avec vous. Eh bien, alors, dans le contexte ça a été développé et je base la définition du travail de John sur on regarde comment on a reconnu que les traditions n'ont pas été examinées quand le gouvernement ou d'autres regardaient les relations des peuples autochtones avec leur territoire et leur économie et de ramener l'importance du secteur traditionnel. Et je pense que ça montre que
Il y a une chose, et je sais que c'est un concept assez difficile parce que ça peut mener à différentes interprétations, parce qu'il y a par exemple des chercheurs qui ont écrit que dans le détroit de Torres, ils s'appuyaient encore sur l'économie hybride et dire que c'est quelque chose entre l'économie traditionnelle et vers quelque chose comme une économie pleinement capitaliste. Et je pense que dans ce cas, je pense que c'est Francis et Howard Murphy en Australie qui ont dit que l'autonomie relationnelle, alors c'est les peuples autochtones qui choisissent d'articuler tous ces secteurs est basé sur leurs besoins et leurs valeurs au lieu de pleinement assimiler ça au marché proposé, l'économie du marché et les systèmes et la multiplication multiple des gouvernements proposés d'adopter des positions plus néolibérales. Alors, c'est un système où il y a un exemple avec la pêche aux écrevisses où on peut aller faire de la pêche aux écrevisses. On peut peut-être acheter le bateau à travers CDP, l'argent qu'on a accumulé à travers le temps, le gouvernement, le paiement du gouvernement et on est en train de prendre ce bateau pour aller pêcher, ce qui nous amène un revenu commercial et on vend les écrevisses et on revient et on accumule une partie. Alors, au niveau individuel, mais je pense que au niveau, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, mais parce que c'est devenu une conversation à trois en se référant au travail de John. Voulez-vous essayer de répondre à la question de Nico? Oui, je serais heureux de le faire, Nico. Je dois vous envoyer un peu de matériel sur l'économie hybride. L'économie hybride se réfère à des économies existantes dans les communautés des peuples indigènes où on a un mélange de marché, secteur privé et l'État ou le secteur public. Et une pensée hégémonique sur ces économies ignore le fait qu'on a le client du secteur qui n'est pas le marché libre. Alors, ça cherche à comprendre le fonctionnement de l'économie comme étant une interaction entre ces trois secteurs sans ignorer le rôle fondamental on pensait étant l'économie précoloniale. C'est l'économie précoloniale qui est vraiment dans le présent et qui influence comment les gens s'engagent envers le marché et participent avec le marché et l'État et on utilise le diagramme de Venn. Alors, c'est une façon abstraite de démontrer ça, mais ça montre comment ces trois facettes interagissent constamment et où on a beaucoup de travail productif. C'est là où on a les trois secteurs qui s'intersectent et c'est une économie qui tire profit des connaissances indigènes, des technologies, des valeurs et l'utilisation de ressources en même temps avec de l'interaction avec les mécanismes de marché et la réglementation de l'État, le système étatique qui appuie l'activité. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'une économie pure? Parce que je peux juste voir des économies hybrides. Même notre économie actuelle, sous votre définition, et j'accepte cette définition, je considérerais que notre économie est une économie hybride parce que la grande partie de notre main-d'œuvre dans les domiciles, les foyers, ne sont pas reliés à une économie de marché ni au secteur privé. Je pense qu'il y a des économies hybrides partout. Mais je
Chez les peuples indigènes, je pense que l'aspect coutumier peut être plus signifiant pour un gagne-pain, mais on est à la reproduction de main-d'œuvre aussi, et le travail dans le domaine réaliste. Et je pense que cette économie et les notions réalistes doivent considérer la nature du travail qui n'est pas valorisé par le marché, mais qui ajoute aux valeurs du marché. Notre question? Maintenant, la question? Vous ne voulez pas me laisser sortir avec ça. Je voulais juste faire un commentaire pour les trois sur deux questions. Une, c'est les espèces iconiques, le dugong et la tortue marine, il y a beaucoup d'attention ici. Et des fois, c'est de façon injuste avec cette perspective que c'est la chasse des insulaires du détroit de Torres qui nuit à la durabilité de ces espèces. Et vous avez mentionné la revendication de titres maritimes, mais vous n'avez pas mentionné la décision dans la Cour suprême qui donne aux insulaires du détroit de Torres donne des droits commerciaux non exclusifs aux espèces. Donc, on revient à la tortue et au dugong. Qui permet aux insulaires du détroit de Torres de faire le troc de dugong et de tortue marine? Tout d'abord, non. Pourquoi pas? Mais je ne sais pas. Un dugong, c'est comme un lamentin. Et ça a changé. Ils peuvent pêcher comme avant. Ils doivent acheter des permis du gouvernement pour la pêche commerciale. Je pense que l'argument pour la tortue et le dugong est à cause des conventions internationales. Pour la protection des espèces marines. Il y a aussi un écart avec la loi. Et le potentiel qui n'est pas actualisé. Une réponse à cette question pour voir si les gens ont des droits commerciaux de trafiquer, de faire un trafic de la tortue marine et le dugong jusqu'à ce que quelqu'un se fait arrêter et qu'il y ait une cause formulée par les insulaires qui va aller jusqu'à la Cour suprême ou la Cour de l'Australie. Le statu quo va rester que non, ce n'est pas correct de chasser la tortue. Mais cette cause, même cet élément de la cause, a été gagné sous la tortue verte, qui est une coquille de la tortue où il y avait le commerce avant que la souveraineté pouvait être imposée sur les insulaires du détroit de Torres par les Britanniques. J'ajouterais que dans l'est du détroit de Torres, la concentration, c'est de pouvoir soutenir une population de tortues. Mais dugong n'est pas vraiment si présent dans le côté oriental. Et il y a des préoccupations sur l'accessibilité aussi, la disponibilité, le changement climatique aussi, et les moteurs. Et il y a moins de choses d'exprimer sur la composante commerciale.
Juste pour suivre très rapidement, j'ai soulevé la question parce que et des questions qui vont à la Cour suprême Kamakiba ont ouvert la potentialité pour les insulaires du détroit de Torres de chercher de la compensation pour la perte de ces espèces comme la tortue marine et le dugong parce que la science dit que leur chasse ne touche pas beaucoup à la durabilité de ces espèces. Il y a beaucoup d'autres impacts dont vous êtes sûrement conscient. Donc, c'est dans des causes qui vont à la Cour suprême ouvre ce potentiel pour que les insulaires du détroit de Torres qui prennent le contrôle de tout ce qui se passe dans le détroit de Torres. Et du côté juridique, il y a ce que Colin dit, le mettre en pratique, ça peut être difficile. Bien, aussi, on peut avoir un discours plus transparent pour voir qu'est-ce qui fait impact sur ces espèces et à quel point que cet impact est dû à l'utilisation du détroit de Torres comparé aux autres impacts qu'on voit, y compris, bien entendu, le changement climatique. Maintenant, on est rendu à 5h50, donc ça nous laisse 10 minutes pour se tirer les jambes et tout d'abord, j'aimerais remercier les panélistes. On va les applaudir. Et deuxièmement, on va se rappeler qu'on revient ici pour 8 heures pour une présentation qui s'annonce fascinante. Et le visionnement d'un produit du projet Le pouvoir de la lentille, qui implique des partenaires à Tikamek, avec Aurélia Orbach, Stora Herman et une pas de vin aussi. L'histoire de l'objectif des caméras. Donc, on revient à 8 heures.